Madame, Monsieur, geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen für diese vierten Pressekonferenz oder Medienorientierung. J'ai le plaisir d'ouvrir ce point de presse en précisant qu'il sera composé de deux parties, une partie enseignement et une partie conservatoire culture. Du côté de l'enseignement, nous aborderons la deuxième phase de l'enseignement à distance, où il s'agit d'organiser les nouveaux apprentissages, puis nous vous présenterons aussi les décisions que nous avons dû prendre, notamment en raison du fait que depuis le 16 mars, les élèves n'ont plus eu d'évaluation ou de notes et qu'ils n'en auront pas jusqu'à la fin de l'année scolaire, et ce, même si l'enseignement reprend dans les bâtiments scolaires et en présence des élèves. Ces décisions concernent aussi autant l'école obligatoire et le post-obligatoire. Für die obligatorische Schule geht es das Schulzeugnis, das Übertrittsverfahren von der Primarschule in die Orientierungsschule, das im französischen Kantonsteil für die betroffenen 300 Schülerinnen und Schüler nicht abgeschlossen werden konnte. Für die Sekundarstufe 2 geht es grundsätzlich darum, Prüfungen mit den Schülerinnen und Schülern durchzuführen. Pour l'école obligatoire, donc, ça sera le principe même de faire des examens avec les élèves, du bulletin scolaire et de la procédure de passage de l'école primaire au cycle d'orientation qui a dû être réaménagée pour les 300 élèves francophones. Pour le poste obligatoire, il s'agit des conditions d'admission à l'école de commerce et à l'école de culture générale qui ont dû être adaptées en raison de l'annulation des examens d'admission. D'autres décisions seront prochainement prises par le Conseil fédéral qui concernent notamment la tenue des examens de maturité fédérale, qui pour notre canton a été souhaité et par les recteurs des collèges et la commission cantonale des examens des écoles du secondaire supérieur et aussi le service du secondaire 2. Der zweite Teil dieser Medienorientierung ist dem künstlerischen Bereich gewidmet. Herr Gerosa, der Direktor des Freiburger Konservatoriums, wird über den Fernunterricht berichten, der dank dem großen Einsatz der Lehrpersonen seit dem 16. März angeboten wird und an dem ein Großteil der Schülerinnen und Schüler teilnimmt. Das Konservatorium hat sich darüber hinaus auch Gedanken gemacht, wie die Schülerinnen und Schüler trotz der Distanzvorgaben und der Empfehlung des Bundesrats zu Hause zu bleiben, die Tradition des Mai-Singens am 1. Mai pflegen können. Herr Gerosa wird Ihnen dies im Detail erläutern. Monsieur Gerosa, donc, directeur du Conservatoire de Fribourg, parlera de l'enseignement à distance qui a été mis en place dès le 16 mars grâce aux enseignantes et aux enseignants et qui a rencontré un très bel écho auprès des élèves. Il présentera également le projet qu'il a concocté avec ses équipes pour le 1er mai. Le conservatoire a été rejoint dans ses réflexions par les services de l'enseignement qui, grâce à un partenariat avec Radio Fribourg, Radio Freiburg, ont pu mettre sur pied pour les élèves de la scolarité obligatoire un projet qui leur permettra de partager leur amour du chant. Monsieur Pierre-Étienne Sagnol, qui est collaborateur pédagogique, musique pour le service de l'enseignement obligatoire de langue française, vous présentera le projet auquel tous les élèves de la scolarité obligatoire sont invités à participer. Interviendront aujourd'hui M. Andreas Mag et Marianne Küng, Amtschef und Stellvertreter des Amt für Deutsch-Obligatorische Unterricht, M. Hugo Stern, chef du service de l'enseignement obligatoire de langue française, M. François Piquant, chef du service de l'enseignement secondaire du 2e degré, M. Gerosa, directeur du conservatoire, et M. Pierre-Étienne Sagnol, collaborateur pédagogique musique. Avant de leur passer la parole, un bref retour sur la semaine qui vient de s'écouler pour le point collaboration avec l'OCC comme nous l'avons indiqué. Wir stellen fest, dass an den Schulen zunehmend mehr Kinder betreut werden. Es handelt sich das Notbetreuungsangebot für Kinder von Personen, die in einem für das Krisenmanagement wichtigen Sektor arbeiten, insbesondere im Gesundheits- und Sicherheitsbereich. Die entsprechenden Zahlen finden Sie in der Medienmitteilung. In Klammern stehen jeweils die Zahlen der Vorwoche. Les écoles poursuivront leur mission d'accueil jusqu'à la reprise de l'enseignement en présentiel,
soit le 8 mai prochain. Si le Conseil fédéral confirme sa décision, il nous l'annoncera le 29 avril prochain. Dès lundi, le champ des professions concernées par cette possibilité d'accueil s'élargit au vu des décisions du Conseil fédéral. Autrement dit, les parents qui doivent reprendre le travail en présentiel suite à la décision de leur entreprise et compte tenu de l'ordonnance 2 du Conseil fédéral du 16 avril 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus pourront amener leurs enfants à l'école dès le 27 avril, à condition que les parents n'aient pas d'autre solution qu'une garde par des personnes à risque et que les deux parents travaillent dans les domaines concernés. Je rappelle que dans la mesure du possible, les entreprises actives dans l'approvisionnement de la population en biens et services vitaux doivent organiser elles-mêmes des structures d'accueil pour leur personnel sans solution de garde. Voilà pour mes quelques mots d'introduction et je passe maintenant la parole à Monsieur le chef de service Andreas Mack. Tu as la parole. Besten Dank, Herr Staatsrat. Ich möchte gerne anknüpfen an diese Information bezüglich Notbetreuungsangebot an den Schulen und an den familienergänzenden Tagesbetreuungseinrichtungen. Das sind die Kindertagesstätten, Tagesfamilien, außerschulische Betreuungseinrichtungen. Die neue Ausgangslage mit der ersten Lockerung, die der Bundesrat bekannt gegeben hat am 16. März, hat einen Einfluss auf dieses Notbetreuungsangebot und spezifisch vor allem auf neue Berufsgruppen. Bislang galt, dass im Gesundheitswesen und auch alle Personen, die unabdingbar waren zur Bewältigung dieser Krise, auch nur ein Elternteil ihre Kinder in dieses Notbetreuungsangebot schicken konnten. Und die üblichen Berufe mussten beide Elternteile aktiv beruflich engagiert sein. Jetzt die neue Ausgangslage ist so, dass neue Dienstleistungen oder Betriebe dazukommen. Das sind zum Beispiel Bau- und Gartenfachmärkte, Gärtnereien, Blumenläden, Betriebe mit personenbezogenen Dienstleistungen wie Coiffeur, Massage, Kosmetik, Autowaschanlagen, Blumenfelder, Solarien und so weiter. Aber auch die Therapien, also logopädische, psychologische und psychomotorischen Therapien, die dürfen ab nächsten Montag, 27. April, wieder stattfinden. Und das hat Auswirkungen auch jetzt auf das Notbetreuungsangebot. Wir haben diese Woche festgestellt, dass die Zahlen leicht steigen und wir haben mit dem kantonalen Führungsorgan eine Analyse gemacht hinsichtlich ab nächster Woche, wie das sich weiterentwickeln könnte. Und damit wirklich Klarheit besteht, wer jetzt nun Anrecht hat, seine Kinder in dieses Notbetreuungsangebot zu schicken oder nicht, hat man eine Empfehlung ausgearbeitet und ein FAQ mit allen sanitären Hygienemaßnahmen und organisatorische Sachen im Zusammenhang jetzt mit der Gestaltung des Notbetreuungsangebots ab nächstem Montag. Also alle betroffenen Schulen, aber auch die betroffenen außerschulischen Einrichtungen wurden bereits informiert. Zusätzlich haben alle Schulen und Betriebe, die von diesem Notbetreuungsangebot Gebrauch machen, auch präventiv schon mal Desinfektionsmittel erhalten, plus ein Paket, eine Grundausrüstung von Schutzmasken. Das ist in Zusammenarbeit mit dem kantonalen Führungsorgan so bis morgen Abend umgesetzt. Es ist so, dass diese Gruppengröße beschränkt ist auf 4 Kinder, ein Erwachsener. Wenn nächste Woche im Verlauf der Entwicklung eine massive Zunahme von Schülerinnen und Schülern in beiden Strukturen angezeigt wäre, könnte man von dieser Zahl auch abweichen und größere Gruppen organisieren, weil bezüglich Räumlichkeiten ist das nicht ganz ohne große organisatorische Komplikationen zu bewerkstelligen. Also dort besteht ein gewisser Spielraum. Aber die Hygienemaßnahmen, sanitäre Vorschriften und so weiter, auch Distanz, die bleiben ganz klar beibehalten. Ich möchte hier an dieser Stelle auch dem kantonalen Führungsorgan gratulieren für seine guten Leistungen, für die effiziente Arbeit unter Hochdruck.
Wir bekommen jeweils die Informationen vom Bund und dann muss man in relativ kurzer Zeit neue Entscheidungen treffen und für die hervorragende Koordinationsleistung ganz herzlich danken. Ich gebe das Wort weiter an Marianne Küng. Vielen Dank. Ich werde etwas zur Weiterführung des Fernunterrichts nach den Osterferien erklären. Obwohl wir aus den Erfahrungen, die wir in den ersten 3 Wochen vor den Ferien wussten, wie gut und mit welch großem Engagement der Fernunterricht von unseren Schulen und von den Lehrerinnen und Lehrern umgesetzt wird, war es uns ein Anliegen, sie weiterhin für die restliche Zeit bestmöglich zu unterstützen. Gerade weil die Dauer nicht absehbar war und es wichtig ist, dass das Lernen weitergeht. Unser Ziel ist, Orientierung und Sicherheit zu bieten. Sicherheit im Sinne davon, dass einerseits, was gemacht und geleistet wird, gut und richtig ist und andererseits, dass wenn Unsicherheiten bestehen, Ideen, Anregungen, Materialien, Hinweise und Tools, die unterstützen können, zur Verfügung stehen. So haben wir bei unseren Lehrpersonen den Bedarf abgeklärt. Was könnte ihnen helfen? Wir haben dafür eine anonymisierte Umfrage gemacht, die mehr als die Hälfte der Lehrerinnen und Lehrer beantwortet hat. Aufgrund dieser Bedarfsanalyse haben wir entsprechende Hinweise, Tools, Links, Materialien und Unterstützungsangebote erarbeitet und damit die erste Version unserer Hinweise zum Fernunterricht erweitert. Die Neuerungen finden die Lehrpersonen ab Kapitel 15. Ich erwähne hier nur die wichtigsten. So haben wir Anhaltspunkte und Leitideen zur Planung der Lehrziele gemäß Lehrplan 21. Der Lehrplan gilt auch im Fernunterricht, sowie auch die Lehrmittel. Die haben wir erarbeitet. Wie auch im Präsenzunterricht wissen und können die Lehrpersonen ihren Unterricht planen. Deshalb haben wir auch auf Vorgaben verzichtet. Aber in Zusammenarbeit mit der Uni Freiburg, mit dem ZELF und den Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker unserer Fachgruppen, der PH und der Uni, haben wir Leitgedanken und Anhaltspunkte als mögliche Hilfestellung zum Setzen von Schwerpunkten erarbeitet. Im Weiteren haben wir viele Links zu fachspezifischen Unterrichtsmaterialien zur Verfügung gestellt. Und in ein Kapitel widmet sich zur Erstellung von eigenen Erklärvideos. Wir haben dort Beispiele aufgeschaltet von Lehrerinnen und Lehrern, die sie gemacht haben, als Inspirationsquelle. Wir haben eigene Erklärvideos gemacht, zum Beispiel, wie kann ich, wenn ich die Multiplikation einführen will, wie kann ich das anhand einer Aufgabe mit leichten Mitteln, mit Requisiten, die zu Hause vorhanden sind, mit dem Handy filmen und es den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen. Dann haben wir Making-of-Erklärvideos gemacht, wo wir den Lehrpersonen erklären, was wir uns dabei gedacht haben, als wir das gemacht haben. Alles das sind Inspirationsquellen. Ein weiteres Kapitel widmet sich der Organisation des Fernunterrichts. Hier geht es um die Begleitung und um die Kommunikation mit den Schülerinnen und Schülern. Per Link auf Fritig finden die Lehrerinnen und Lehrer Hinweise, mit welchen Mitteln, zum Beispiel Telefon, Office 365, die Begleitung der Schüler im Fernunterricht unterstützt und je nach Ziel auch sichergestellt werden kann. Zum Beispiel eignen sich einzelne Tools besser zur Erteilung der Aufträge, andere um Rückmeldungen zur Arbeit der Schülerinnen einzuholen und dritte helfen, wenn sich Schülerinnen und Schüler virtuell miteinander austauschen wollen. Falls nötig, finden Lehrerinnen und Lehrer auch Unterstützung zur Nutzung von Office 365. Dann haben wir uns viel Gedanken über die inhaltlichen Formen der Lernbegleitung im Fernunterricht gemacht, sowohl für Regelschülerinnen und Schüler wie auch für solche mit besonderem Bildungsbedarf oder Fremdsprachige.
Zum Beispiel, wie kann ich als Schülerin Verantwortung für mein Lernen übernehmen? Wie kann ich meine Arbeit planen? Diese Lernbegleitung ist nicht für alle Schülerinnen und Schüler gleich. Die Aufträge müssen je nach Voraussetzungen unterschiedlich sein und hier finden Lehrerinnen und Lehrer Hinweise, wie sie das machen können, auch wie sie die Verbindlichkeit und den Kontakt sicherstellen können. Weiter finden sich Inspirationsquellen zur Strukturierung des Lernens und wie kann ich mich für das Lernen motivieren, wie kann der Austausch zwischen den Schülerinnen gefördert werden. Für fremdsprachige Kinder stehen Übersetzungstools und auch für deren Eltern zur Verfügung und falls schulische Heilpädagoginnen oder Deutsch als Zweitsprache Lehrpersonen Unterstützung brauchen, weil für sie ist die Herausforderung besonders groß, stehen ihnen während des Tages unsere pädagogischen Mitarbeiterinnen jederzeit telefonisch zur Verfügung. Wie gesagt, ich habe nicht alles genannt, was da in diesen Hinweisen steht, aber sicher ist, dass vieles, was wir hier zur Verfügung stehen, auch dann weiter im Präsenzunterricht genutzt werden kann. Erwähnen möchte ich noch, dass wir eine Broschüre gemacht haben, Kinder und Jugendliche im Fernunterricht begleiten, Informationen für Eltern. Diese informiert über die Organisation des Fernunterrichts, Verantwortlichkeiten, Pflichten und gibt Hinweise zur Unterstützung und wie eben oder als eben nicht beurteilt wird im Fernunterricht. An dieser Stelle möchten wir allen Eltern ganz herzlich dafür danken, dass sie in diesen besonderen und herausfordernden Zeiten ihre Kinder, aber auch unsere Lehrerinnen und Lehrer und die Schule so gut unterstützen und dabei helfen, unseren gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrag auch aus der Ferne wahrzunehmen. Aktuell bereiten wir uns auf den Abschluss des Fernunterrichts, das Wiederankommen im Präsenzunterricht und den Abschluss des laufenden Schuljahres vor. Bis Mitte nächste Woche werden wir unseren Schulen hierzu Orientierungs- und Planungshilfen zur Verfügung stellen, immer basierend auf den politischen Entscheiden. Und einmal mehr möchte ich mich bedanken bei unseren Schuldirektionen und den Lehrpersonen für ihre wertvolle und engagierte Arbeit. Voilà, du côté francophone, je peux me joindre aux remerciements qui sont faits tout d'abord aux élèves, aux enseignantes et aux enseignants, aux directions d'école, aux parents qui toutes et tous conjuguent leurs efforts pour mener à bien cet exercice difficile auquel on est confronté. On relève encore une fois des trésors de créativité, de professionnalisme et de patience, de courage de part et d'autre. Donc ça, c'est un élément qu'il faut vraiment souligner également dans la partie francophone. La qualité du lien, c'est là-dessus que nous avons basé toute notre approche de cette crise. La qualité du lien école-famille, du lien enseignant-élève, du lien aussi parents-enfants, de ne pas fragiliser ce lien qui est évidemment mis à rude épreuve dans cette période de semi-confinement. Donc cet élément-là, on peut dire avec satisfaction en tout cas qu'il est l'objet d'une grande attention de la part des professionnels et de la part des familles. Merci beaucoup pour ces éléments. Je vais m'exprimer sur deux objets. Tout d'abord, la poursuite de l'enseignement à distance. Je ne vais pas redire tout ce qui a déjà été très bien exprimé par ma collègue alémanique. Par contre, vous dire que du côté francophone, à l'instar de la partie germanophone, évidemment, tout le monde a travaillé d'arrache-pied, que ce soit les enseignants sur le terrain, les directions, les collaborateurs pédagogiques que nous avons dans nos services, le centre de compétences FRITIC, tout le monde s'est uni pour faire valoir les bonnes idées, pour les échanger et pour donner une directive, une recommandation pour cette deuxième partie de l'enseignement à distance. La première, jusqu'à Pâques, vous vous souvenez, était principalement dédiée à des révisions, à des consolidations d'éléments déjà vus en classe. Et maintenant, on se tourne vers cette deuxième et normalement dernière partie de l'enseignement à distance, et celle-ci prévoit d'aborder de nouvelles notions, parce qu'on ne peut pas tout simplement pendant 6 ou 8 semaines manger la même soupe tous les jours. Il faut vraiment apporter de la nouveauté et puis faciliter, même à distance, l'approche de nouvelles notions. Pour cela, ces nouvelles recommandations du 9 avril
donne des indications pour les 3 cycles et également pour les élèves à besoins particuliers. Ce sont les 4 grands chapitres de ce document. Bien sûr, les 3 cycles ont des considérations, des éléments qui les différencient les uns des autres. D'abord, l'âge des élèves. Cycle 1, on a proposé avec les collaborateurs pédagogiques des pistes qui permettent d'intégrer certains éléments, certaines notions dans des gestes de la vie quotidienne. Lire une histoire avant d'aller au lit, un lire pour agir, faire une recette avec les parents de manière à ne pas surcharger les parents. Parce que bien évidemment, le premier cycle, c'est des enfants depuis 4 ans, 4 ans et demi, 5, 6 ans. Évidemment, on ne peut pas les laisser seuls face à une tâche. Donc ça veut dire que ça donne beaucoup d'importance au suivi par les parents. Donc on a essayé de trouver des activités qui pouvaient un peu se faire win-win des deux côtés, si j'ose m'exprimer ainsi. Au cycle 2, on voit arriver l'anglais, l'allemand, et puis aussi, bien sûr, un peu plus d'autonomie du côté des élèves, mais une autonomie encore assez relative. Donc, pour aborder l'anglais, l'allemand, on est principalement des activités orales au cycle 2. Donc, il fallait trouver des supports, des moyens pour pouvoir poursuivre ce travail d'une manière intéressante et motivante pour les élèves. Et puis aussi, un des aspects du cycle 2, c'est qu'on est confronté avec cette crise à une accélération de l'utilisation des outils technologiques. Et dans ce sens-là, il ne faut pas sous-estimer finalement la difficulté que cela peut représenter pour des élèves du cycle 2, d'apprivoiser ces nouveaux outils, d'être à l'aise, de bien comprendre ce qu'il faut faire. Donc on doit aussi sur ce terrain-là bien accompagner les élèves. Cycle 3, les grands du CO, qui ont eux évidemment encore plus d'autonomie, mais qui se retrouvent alors seuls face à certaines tâches d'une certaine durée à faire à la maison, même si nos fourchettes se veulent raisonnables. Eh bien, c'est au niveau de la motivation que nous avons essayé de bien travailler au cycle 3 pour donner des activités qui ont beaucoup de sens pour les élèves, pour qu'ils puissent s'y mettre seuls et tenir sur la durée. Donc voilà des éléments, je vous livre ainsi quelques éléments clés de ces directives. Là derrière, il y a toujours cette idée du départ qui était de rester humble, raisonnable par rapport à nos attentes et à nos ambitions, par rapport à nos exigences, parce que l'on sait encore une fois que les équipements ne sont pas partout les mêmes, que tout le monde n'est pas égal par rapport à ses apprentissages à réaliser, et puis le fait d'être à distance, eh bien, ça ne facilite certainement pas les choses. Donc on doit rester dans la mesure du possible qu'on avait exprimé dès le départ, reste tout à fait valable. Donc restons mesurés, restons modestes par rapport à tout cela, mais un très très beau travail se fait. On en a beaucoup de témoignages quotidiennement. Le lien, la qualité, le souci des enseignantes et des enseignants de garder ce lien, notamment pour les élèves à besoins particuliers, les enseignants spécialisés qui, elles et eux aussi, cherchent des manières de soutenir leurs élèves particulièrement fragilisés sur ce point. Eh bien, on voit de très belles choses aussi dans ce domaine-là. Voilà ce que je peux dire de manière générale par rapport à ce deuxième volet de l'enseignement à distance. Et j'en viens maintenant à un élément important, celui des décisions pour l'école obligatoire en matière d'évaluation et de bulletins scolaires. Je vais essayer d'être assez synthétique, les documents ensuite seront à disposition. Tout d'abord, il faut rappeler peut-être le contexte général, c'est-à-dire la décision du 1er avril 2020 de la CDIP qui a déclaré que l'année scolaire 2019-2020 sera validée intégralement dans tous les cantons. Que cette année scolaire ne sera pas prolongée et les calendriers scolaires établis dans les différents cantons seront respectés, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'enseignement à proprement parler pendant les vacances scolaires. Et puis, encore une chose, les bulletins de notes seront délivrés pour toutes les années scolaires. Il y sera indiqué que l'enseignement a eu lieu à distance pendant cette période de pandémie Covid-19. Donc voilà pour ce qui était des décisions du 1er avril de la CDIP. Et sur cette base-là, le canton de Fribourg, avec les autres cantons romans et alémaniques, ont défini un certain nombre d'éléments. Tout d'abord, le plus important peut-être, la question de l'évaluation sommative, c'est-à-dire des notes certificatives, eh bien il n'y en aura pas jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il n'y en a pas eu, vous vous souvenez, pendant cette période, il n'y en a pas pendant cette période d'enseignement à distance. Il n'y en aura pas non plus à la reprise et jusqu'à la fin de l'année scolaire, parce que du côté de l'école obligatoire, il nous semblait
qu'il était très difficile de se lancer dans une évaluation qui soit à la fois pertinente et valide, alors qu'on doit mettre l'accent dans les prochaines semaines jusqu'à la fin de l'année scolaire, lorsque l'enseignement présentiel reprendra, suite aux décisions de la Confédération, eh bien, on devra mettre l'accent sur des remédiations, sur les nouveaux apprentissages qui doivent être abordés jusqu'à la fin de l'année scolaire, et il faut pouvoir le faire d'une manière sereine et efficace, et non pas mélanger les enjeux. Donc il faut d'abord enseigner avant d'évaluer. Voilà le principe de base. Ensuite, les évaluations cantonales qui sont prévues en fin du cycle 3, à la fin de l'école obligatoire, ont été annulées pour les mêmes motifs que j'exprimais tout à l'heure. Ça n'avait pas de sens pour l'école obligatoire de maintenir ces évaluations de fin d'année scolaire en français, en allemand, etc. Donc on les a tout simplement, pour des raisons évidentes de maturité, de préparation, de validité et de préparation, supprimées. Le bulletin de notes du deuxième semestre, eh bien oui, il y aura un bulletin pour le deuxième semestre de cette année 2019-20, mais évidemment, il indiquera simplement qu'il n'y a pas eu d'évaluation sommative pendant cette période et que l'année, pour la plupart des élèves, est validée. Donc voilà les indications que l'on trouvera dans le bulletin scolaire qui rappellera la présence de Covid-19 pendant cette période. Les changements de type de classe au cycle d'orientation, eh bien sûr que c'est toujours ce principe d'abord de bienveillance vis-à-vis de l'élève, compte tenu de la situation difficile que nous traversons, qui va un peu présider à toutes les décisions. Les directives en vigueur, bien sûr, elles restent valables. Cependant, en absence de bulletin scolaire au terme du deuxième semestre, eh bien, les notes seront prises en considération, qui seront prises en considération seront celles du premier semestre. Les directions d'établissement, en collaboration avec les titulaires de classe, devront analyser ces situations avec beaucoup d'ouverture, beaucoup de bienveillance, de manière à favoriser la poursuite de la scolarité des élèves d'une manière harmonieuse et bien équitable. Alors voilà, ce qu'on peut dire encore par rapport à cela, c'est que les évaluations qui ont été réalisées toutefois entre la fin du premier semestre et le 13 mars, le moment où l'enseignement à distance a été décrété, eh bien ces évaluations-là, lorsqu'elles sont favorables à l'élève, eh bien peuvent être prises en compte par les directions d'établissement dans leurs décisions. Ça nous semblait aussi du bon sens et encore une fois bienveillant vis-à-vis du parcours de l'élève. Et puis, bien sûr, à la rentrée prochaine, ça a été dit par mes collègues alémaniques, eh bien, une attention particulière devra être portée, notamment à la perméabilité au cycle 3, pour aider les élèves, encore une fois, à être dans le bon type de classe, si nécessaire. Donc, toutes les mesures que l'on pourra prendre dans ce sens-là seront effectives. Transition du cycle 2 au cycle 3, mon directeur en début de conférence disait qu'il y a 300 élèves du côté francophone, c'est environ 10% de la cohorte des élèves qui vont passer à la fin de cette année scolaire de la 8H à la 9H à la prochaine rentrée. Eh bien, c'est 300 élèves pour lesquels il nous manquait l'indication de l'évaluation cantonale qui se fait dans les deux côtés de notre canton, dans les deux régions linguistiques. Eh bien, pour ces élèves-là, nous avons pris les mesures les plus simples, c'est-à-dire qu'ils sont considérés dans notre jargon pédagogique comme des cas ouverts, c'est-à-dire qu'ils sont décidés par la direction du CO avec beaucoup de bienveillance sur la base des éléments, notamment des notes données par les enseignants primaires en 8H. Donc cet élément-là, on l'a réfléchi de la manière la plus simple et la plus pragmatique possible, parce qu'il n'était tout simplement pas envisageable de faire passer cette évaluation en pleine période de semi-confinement à ces élèves il faut rappeler, qui ont 11 ou 12 ans. Donc il s'agissait de trouver une manière la plus simple et la plus pragmatique possible de faire. Bien entendu, les parents qui ne seraient pas d'accord avec les décisions de préorientation pourront être entendus par les directions d'école et ont de toute manière, comme toujours, la possibilité de faire recours à la fin du processus. Donc pas de difficulté particulière de ce côté-là. Voilà ce que je peux dire. Et puis la transition au secondaire 2, ça sera abordé par mon collègue M. Piquant tout de suite après.
Oui, pour le secondaire 2, en préambule, j'aimerais me joindre à mes collègues pour féliciter, remercier les enseignants, les directions d'école pour le travail vraiment fantastique qui se déroule depuis ce 16 mars et qui continue maintenant et qui continuera un peu plus longtemps encore, d'ailleurs au secondaire 2 en enseignement à distance. Deux sujets pour donc le secondaire 2, la question des modalités d'admission dans nos écoles et la question des examens de maturité. Pour ce qui est des modalités d'admission, il faut d'abord rappeler que la plupart en fait, des élèves entrent au secondaire 2 en se basant en fait, par rapport aux notes qu'ils ont obtenues au secondaire 1. Il y a des examens d'admission pour l'école de commerce et l'école de culture générale. Cet examen d'admission était prévu le samedi 21 mars dernier et il a dû être annulé vu évidemment les conditions. Il a fallu maintenant réfléchir à trouver une autre solution et la solution qui a été choisie, qui permet de communiquer rapidement à une bonne partie des élèves qui auraient en principe été admis à cet examen d'admission, justement, le résultat, c'est de modifier en fait les conditions de passage avec une diminution de ce taux. Il faut atteindre maintenant 18 points au lieu des 20 points. Vous avez dans le communiqué les différentes branches, français, mathématiques, allemand, anglais, et puis sciences de la nature et histoire-géographie, ces branches qui comptent là pour les passages de section au CO. C'est ces branches-là que l'on utilise pour ce calcul des points. Donc 18 points au lieu de 20 pour l'école de commerce et 19 points pour l'école de culture générale. Les élèves qui ne peuvent pas entrer directement avec ce changement de conditions, qui ont au moins 16 points, pourront se présenter à un examen d'admission qui sera organisé le 6 juin prochain. Ce qui permet, par rapport à une date qui était prévue plus tardivement, en principe, lorsqu'il y a toujours ces deuxièmes examens qui ont lieu, eh bien, d'avancer en fait, cette date au 6 juin, de façon là aussi à pouvoir donner le plus vite possible, on va dire, un retour à ces élèves par rapport à ce choix de formation. Pour ce qui est de l'admission au collège, là, il n'y a pas d'examen d'admission, donc les conditions là, ne sont pas modifiées. Pour ceux qui sont de classe générale, par exemple, eh bien, il faut toujours obtenir ces 20 points à la fin du premier semestre. On a toujours une possibilité d'admission sur dossier, c'est prévu dans la directive, évidemment. Cette admission sur dossier reste valable cette année. Voilà pour les conditions d'admission au secondaire 2. Par rapport aux examens de maturité, l'Assemblée plénière de la CDIP a décidé ce lundi 20 avril de donner en fait la possibilité au canton d'avoir justement la possibilité de faire des examens écrits ou de renoncer. La direction de l'instruction publique du canton de Fribourg souhaite maintenir les examens écrits de la session de ces examens de cette année pour cette année. Sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral, la session d'examen aura donc lieu, tant pour la maturité gymnasiale que pour l'école de culture générale. Il est important de relever que l'évaluation des examens tiendra compte de la situation particulière que l'on connaît. Pour les autres voies de formation, pour ce qui est de l'école de commerce, on attend les décisions aussi là de la Confédération. De même pour l'examen passerelle qui permet aux titulaires d'une maturité professionnelle ou maturité spécialisée de se présenter à un examen pour entrer à l'université. Ces directives dépendent de la Confédération, elles n'ont pas été modifiées. Donc en l'état, ces examens écrits et oraux d'ailleurs ont lieu. De même pour la maturité spécialisée pédagogie, là ce sont un règlement de la CDIP, on attend de voir cette modification, mais ces élèves n'ayant de toute façon pas de notes durant l'année auront un examen qui aura peut-être quelques modifications, mais il y aura des examens écrits et vraisemblablement là aussi oraux. Évidemment, ces examens écrits pour la partie gymnasiale, l'école de culture générale qui sont prévus se dérouleront dans le respect strict des mesures de protection qui nous seront demandées. Évidemment aussi, en cas d'évolution négative de cette situation sanitaire, on se réserve la possibilité de renoncer
à ces examens. Et on est en attente, évidemment, d'une prochaine aussi communication de la Confédération pour ce qui est des écoles de commerce, comme je le disais, et évidemment aussi par rapport à ces examens de manière générale. Voilà pour ce qui est du secondaire 2. Merci bien, et je passe la parole maintenant à monsieur le directeur du conservatoire pour la partie, j'allais dire, culturelle de notre conférence de presse. À vous la parole. Merci, monsieur le conseiller. Au nom du conservatoire, je tiens d'abord à saluer cette inspiration qui a motivé cette école d'art du canton de Fribourg dans cette période de crise où il a fallu réagir avec beaucoup d'énergie, beaucoup de disponibilité de la part de tout le corps enseignant, et que je tiens à remercier ici pour son engagement à partir du lundi 16 mars, lorsque il a fallu réinventer un métier, il a fallu réinventer une approche, tellement on était habitué et convaincu que la proximité était inscrite dans la manière et de manière intrinsèque dans le contact qu'on doit avoir avec les élèves et dans un apprentissage artisanal tel que la pratique et l'enseignement de la musique, de la danse et du théâtre. Les enseignants du conservatoire ont mis donc en place à partir du 16 mars 2020 plusieurs dispositifs d'enseignement à distance qui répondent aux différentes typologies de l'enseignement qui est particulier chez nous, qui va de l'enfant à l'adulte, du débutant à l'élève avancé et du cours individuel au cours collectif. Dans leur très grande majorité, les élèves bénéficient d'un enseignement à distance. On a effectué un monitoring à la fin de la 2e semaine de cours, donc de crise, de confinement, et ce monitoring a permis de vérifier auprès de 200 professeurs, 4200 élèves et 5000 cours pris, qu'il y a eu cette forte mobilisation du corps enseignant. Une très grande majorité de cours est donc proposée à distance. Et la très bonne réponse aussi de la part des élèves, environ 80% des élèves participent aujourd'hui à des cours donnés à distance. Les buts pédagogiques ont en général été atteints malgré le changement des modalités d'enseignement. L'utilisation d'outils numériques publics tels que Skype, Zoom, YouTube, WhatsApp pour les cours collectifs ou individuels, de la culture musicale aux cours de danse et théâtre a reçu des échos très positifs. Les parents sont globalement satisfaits et les enseignants découvrent l'intérêt de ces outils en matière de développement de l'autonomie des élèves et en cas de mise à disposition de tutoriels, d'approfondissement des consignes. On a par contre un aspect qui est un petit peu plus négatif, c'est évidemment celui lié au projet d'ensemble, très difficile d'opérer avec un orchestre, d'opérer avec un ensemble instrumental à distance, malgré toute l'inspiration et inventivité et créativité. Ces projets ont été momentanément stoppés. Il s'agit des orchestres, des ateliers, la petite bande, le big band, les projets du jazz -13. Ainsi, les activités publiques, portes ouvertes, auditions, cours de maître, concerts et spectacles qui jalonnent le printemps de notre institution et qui permettent aussi justement d'être une véritable vitrine de cette institution culturelle de l'État, ont dû être annulés ou reportés. Dans ce contexte évolutif de la crise sanitaire, le respect des échéances fixées par le calendrier scolaire n'a pas été assuré et plusieurs dispositions d'ordre pédagogique ont dû être prises. L'annulation d'environ 600 examens de passage de degrés, qui étaient prévus initialement au mois de mai, et leur validation automatique, ainsi que le report des examens certificatifs et sommatifs finaux prévus en avril, au mois de juin ou à l'automne 2020. Ça, c'est encore en fonction des décisions qu'il faudra prendre ces toutes prochaines semaines. Je termine mon intervention en signalant que les premières mesures de déconfinement, une reprise probable de cours en présentiel est prévue à partir du lundi 8 juin. C'est ce qui semble être la solution idéale pour mettre en place un dispositif sanitaire et pédagogique le plus efficace pour une institution qui donne des cours dans 40 lieux d'enseignement différents dans les 7 districts. Bien sûr, pour la plupart, il s'agit de cours individuels, donc one-to-one,
mais il y a quand même des normes, évidemment, et des dispositions sanitaires strictes à respecter, comme la distanciation sociale. Et donc, vous imaginez bien que donner un cours de violon à 3 mètres peut représenter une difficulté non négligeable. Ces questions doivent être maintenant abordées. Elles le sont depuis maintenant quelques jours, depuis qu'on a eu justement l'information de ce possible déconfinement pour les écoles d'art. Et on communiquera donc ces prochains jours le dispositif qui sera mis en place et les règles de conduite pour l'enseignement présentiel. L'enseignement à distance, quant à lui, sera toujours en vigueur, permettant aussi à professeurs et élèves de choisir la modalité d'enseignement qui mieux s'adapte et mieux répond aux normes sanitaires en vigueur. Je rappelle effectivement qu'on a un public estudiantin qui va de 4 à 80 ans pratiquement, évidemment en fonction aussi des disciplines et des surfaces à disposition pour l'enseignement. L'enseignement à distance sera probablement toujours aussi d'actualité, évidemment en partage avec l'enseignement présentiel. Toutes ces informations concernant les dispositions qui seront mises en œuvre seront évidemment communiquées auprès du corps professoral, des élèves et de leurs parents. Et puis pour le public, on trouvera aussi toute une série d'informations sur notre page web du conservatoire. Je vous remercie. Merci bien et je passe la parole maintenant à M. Pierre-Étienne Sagnol. Merci, Monsieur le Conseiller, Mesdames et Messieurs. Peut-être maintenant une petite touche musicale encourageante et positive. Nous savons maintenant que les enfants ne pourront pas aller chanter le 1er mai de porte à porte cette année. Situation encore récemment impensable pour beaucoup d'enfants et pour beaucoup de parents. Certes, cette tradition fribourgeoise a évolué depuis un siècle et elle est vécue de manière différente dans les différentes régions du canton. Mais pour de nombreuses personnes qui l'ont pratiquée dans leur enfance, elle fait remonter beaucoup de bons souvenirs très précis pour ma part et auxquels on tient beaucoup. Cette année, pas d'enfants le long des chemins, dans les quartiers des villages, dans les quartiers des villes, pas de sonneries intempestives aux portes tout au long de la journée, pas de rencontres entre les personnes, pas de petits sous pour les cadeaux de la fête des mères, pas de sucreries, pas de récompense pour tous ces efforts physiques et vocaux. C'est bien regrettable, mais néanmoins totalement compréhensible. Alors pourquoi est-ce que le 1er mai est si important ? Bien par beau temps, pour contextualiser, comme dans les périodes de doute, d'états d'anxiété difficiles à contenir, eh bien la musique est un refuge pour beaucoup. Elle est aussi un médium pour partager des émotions. Et je crois fortement au pouvoir de la musique et à son importance et à sa présence aujourd'hui. La situation actuelle, eh bien, elle souligne encore davantage l'importance et le rôle de la musique et de la culture en général comme vecteur de lien social. Les traditions, la richesse culturelle du 1er mai en fait bien évidemment partie. Et pendant la période de l'enseignement à distance, les disciplines artistiques et la culture doivent continuer d'exister. On le voit dans les recommandations du service, on le voit dans les exemples des chœurs et des ensembles instrumentaux qui ont monté des répétitions, des concerts virtuels qui sont relayés massivement par Internet. Également, dans le cadre du programme Culture et École, les milieux culturels fribourgeois ont été sollicités et ils ont saisi l'opportunité en proposant des activités artistiques réalisables à distance par les élèves et leurs familles. Ces activités sont disponibles sur FreePortail. À travers ces actions, on ressent ces besoins de partager, dans un premier temps, des contenus culturels, mais aussi de garder un lien. Et aujourd'hui, dans cette offre que nous vous faisons, cette offre de 1er mai à distance, eh bien, les services de l'enseignement obligatoire et Radio Fribourg souhaitent entretenir ces deux dimensions qui peuvent exister malgré l'éloignement des personnes, à savoir le partage, à travers un instant musical offert par des enfants, ravivant des souvenirs aux personnes, des états d'âme pour les auditeurs, et les liens si essentiels en cette période, avec des proches que les enfants n'ont pas revus, avec des personnes particulièrement isolées, avec des personnes âgées, fréquemment radiophiles d'ailleurs. Ainsi, concrètement, notre objectif aujourd'hui, c'est d'encourager les enfants de la scolarité obligatoire à chanter, à jouer, à s'enregistrer
et à envoyer leurs prestations musicales afin d'être diffusées sur les ondes de Radio Fribourg. Le contrat est assez simple, mais par contre, la force de cette proposition, c'est le réseau de diffusion et de communication que les services de l'enseignement obligatoire et Radio Fribourg peuvent offrir. Ainsi, par le biais d'un courriel d'information à tous les enseignants et à toutes les directions du canton, qui est parti hier, ainsi à l'aide de la plateforme FreePortail, d'une vitrine, comme on l'appelle, en première page, accessible à tous les parents, ainsi qu'à diverses annonces sur Radio Fribourg, eh bien, les informations sont relayées massivement. La démarche est simple. Les enfants enregistrent leurs prestations vocales, instrumentales, seuls ou en groupe, et envoient un fichier audio avec la technologie connue de WhatsApp à un numéro à Radio Fribourg. Jusqu'au 30 avril, avec une petite dédicace où l'on attend une explication sur le choix de la chanson, sur leur âge, sur leur nom, sur leur école, sur les dédicataires de la prestation. Et de notre côté, nous allons équilibrer les styles, les âges, les régions représentées par ces prestations. Ainsi, et en conclusion, réparties tout au long de la journée du 1er mai, nous imaginons des chansons diffusées sur les ondes de Radio Fribourg, comme si un enfant venait sonner à votre porte. Merci. Merci bien et peut-être auf Deutsch. Es gibt auch einen Monat Mai, einen 1. Mai. À toi la parole. Ja, besten Dank. Wir haben uns ein bisschen inspirieren lassen von Alt-Bundesrat Schneider-Ammann. Der hat mal einen schönen Spruch gesagt in gutem Berner Französisch. Wir haben das leicht angepasst und das heißt jetzt chanter, c'est bon pour la santé. Ich glaube, das ist der Aufhänger. Und auch auf deutschsprachiger Seite ist klar, mit Radio Freiburg gibt es diese Möglichkeit. Die Lehrpersonen wurden gestern informiert, wie das Vorgehen ist. Und ich ermuntere alle Schülerinnen und Schüler, sich zu melden, per WhatsApp ihre musikalische oder instrumentale Beiträge Radio Freiburg zuzusenden. Das ist bis am Donnerstagabend muss das geschehen. Und wir freuen uns am Freitag, 1. Mai, auf alle diese Beiträge. Besten Dank. Merci bien. Voilà, nous sommes à la fin de la présentation que nous souhaitions faire pour vous présenter les dernières informations du côté de notre direction. Et j'ouvre la ronde des questions maintenant. Madame Jägerlehner. Oui, juste encore une question à M. Piquant. En descendant la moyenne de école de commerce, et puis école culture générale, on baisse la moyenne à 18 points. Est-ce que c'est possible d'avoir une note, une ungenügende Note, ou bien ça, on est radié dès le début? Ces conditions en fait restent les mêmes. C'est juste le seuil qui est descendu du nombre de points en fait. Alors pour être sûr, si j'ai fait une note insuffisante, je dois me présenter à l'examen. Là, il faudrait que je reprenne les directives exactes pour je crois qu'une note insuffisante est autorisée. Mais là, je pourrais vous redonner les informations plus précises avec les directives en vigueur en fait. Merci bien. Monsieur Godel. Il semblerait qu'il y ait quand même beaucoup de réactions très opposées au maintien des examens écrits, aussi bien du côté des enseignants du secondaire 2 supérieur, du secondaire 2 on dit je crois, et bien sûr de la part des élèves de 4e année du collège. Ce qui est vraiment mis en avant, c'est l'inégalité de traitement avec les autres cantons et une maturité qui serait pas de même qualité ou de même, en tout cas de même valeur, qualité je sais pas, mais de même valeur en tout cas par rapport aux autres cantons. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Si vous permettez peut-être une première réponse générale, M. Piquant pourra compléter. Premièrement, la décision n'est pas prise, puisque c'est le Conseil fédéral qui prend la décision. On a simplement été consulté par la CDIP, qui s'est adressée au canton en nous demandant est-ce que vous seriez pour tout garder, pour tout supprimer, ou est-ce que vous êtes pour une voie médiane avec de la souplesse pour les cantons. Et Fribourg s'est prononcé pour une voie médiane, simplement. Après, on supprime les oraux, on maintient les écrits. Tout cela va dépendre des conditions sanitaires. Donc il y a une épée de Damoclès sur quelques solutions qui soient discutées maintenant. Et la réaction, je dirais, de la population à l'assouplissement du 11 mai sera déterminant.
c'est le 27 mai que nous saurons exactement comment la suite va se faire. Et tout est possible sous cet angle-là. C'est le Conseil fédéral qui a la chose en main, c'est lui qui décide. Nous, on est en capacité de le réaliser simplement. Mais je note quand même qu'en termes d'égalité, M. Piquant pourra encore le préciser, en fait, le fait de faire un examen de Matu est une chance pour les étudiants parce qu'on a des résultats de réussite à la Matu supérieurs s'il y a l'examen que s'il n'y a pas d'examen. Donc, on observe aussi que les notes au semestre 2 sont meilleures que les notes au semestre 1. En un mot, réaction naturelle, j'ai encore 3-4 mois devant moi, il faut que je passe cette Matu, je mets le paquet, on fait l'impasse sur tout le reste, on ne va pas sortir, on se bosse à fond, et ça provoque un effet positif sur l'année. Et depuis le 13 mars, tout ça a disparu si on ne permet pas l'examen, on ne permet pas à pas mal de jeunes aussi de se refaire, je dirais presque une santé d'étudiants et de pouvoir ainsi passer la Matu. C'est pour ça que nous avons maintenu la possibilité d'avoir des examens, encore maintenant, hein, François, tu pourras me corriger, un travail fait à la maison, renvoyé, qui est noté, peut-être un examen même oral fait avec Teams, que sais-je, pour qu'il y ait encore de la possibilité pour les jeunes en travaillant de remonter la moyenne. Évidemment que celui qui a 6 de moyenne déjà à l'année, il n'aura pas trop de difficultés, quelle que soit la solution. Je précise également que la maturité, ce n'est pas un diplôme professionnalisant. On a un diplôme de culture générale. L'essentiel, c'est que l'université, après, elle accepte l'arrivée de ces jeunes avec la formation et le diplôme qu'ils auront reçu, que ce soit avec, sans, avec une partie et pas le reste, dans un canton comme ceci ou dans un canton comme cela. Swiss Universities a déjà dit « nous acceptons ce qui viendra des cantons comme vous l'aurez convenu », avec évidemment la décision du Conseil fédéral. Donc sous cet angle, il n'y a pas une inégalité, le jeune peut être rassuré, il fait son travail comme le canton le prévoit, comme le Conseil fédéral le décide, et puis la suite aura lieu. Donc pour nous, c'est plutôt une chance qui doit être maintenue qu'un empêchement. Après, évidemment, j'ai passé par là, peut-être certains d'entre vous aussi, quand on est à la veille de l'examen, ça serait plus simple de peut dire « Ah, youpi, j'ai pas cette contrainte-là, je passe l'année, c'est fini, j'ai 3 mois devant moi de tranquillité. » Ça, je comprends aussi cette réaction d'un point de vue de ceux qui doivent passer l'examen. Mais en attendant, l'examen lui-même est un facteur positif pour la réussite de la maturité d'un canton de Fribourg. Et je passe peut-être la parole à François Piquant qui peut donner des éléments là-dessus. Oui, en fait, à mon avis, l'essentiel a vraiment été dit. Mais si on regarde dans le détail, actuellement, une estimation montre qu'environ 15% des élèves ne rempliraient pas les conditions pour obtenir directement le titre en se basant sur les notes annuelles. Donc, par rapport à une situation d'une autre année où on a environ 6% d'échecs dans les maximums qu'on peut trouver, entre 3 et 6%, on aurait une très forte augmentation du nombre d'échecs. Ensuite, par rapport à l'égalité de traitement, il faut se rendre compte aussi que ce que les élèves ne savent pas forcément, c'est qu'on aurait, comme je l'ai dit auparavant, une adaptation de la grille d'évaluation. On tiendrait compte de la situation de cette année. Ça, c'est un élément, à mon avis, clé aussi que dont les élèves doivent se rendre compte. Et enfin, par rapport à la situation, c'est vrai que le canton de Fribourg a été le seul canton à annoncer vouloir maintenir les examens, mais au niveau de la Romandie. Au niveau suisse, la situation est bien différente. Et là, on a d'autres cantons qui veulent faire des examens. Je n'ai pas le détail des décisions de chaque canton, mais on est assez vers un moitié-moitié au niveau de la Suisse entière, en fait, dans le nombre des cantons qui choisissent de faire des examens ou justement d'y renoncer. Merci bien. Donc peut-être juste pour être clair, si vous n'avez pas la moyenne annuelle en année de Matu puis qu'on n'a pas d'examen, vous ne passez pas l'année. Ce n'est pas parce qu'on a supprimé la Matu que vous passez automatiquement puis que tout est fini. Donc j'ai aussi entendu des échos un peu lapidaires en la matière, où j'ai aussi surpris des discussions sur Facebook et autres, où on croit que tout le monde va passer. Ce n'est pas le cas, c'est la moyenne annuelle, hein, et puis elle comptera pour passer ou ne pas passer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être Madame Gouba, puis après Madame Jägerlehner.
Oui, toujours concernant la matu, vous dites que la décision dépend en fait du Conseil fédéral, mais on est déjà le 24 avril. Je peux imaginer que les étudiants ont besoin de savoir pour redoubler de travail s'ils passent l'écrit ou pas. On ne peut pas attendre fin mai ou mi-mai pour décider s'il y a un examen écrit ou pas. J'ai de la peine à comprendre votre calendrier. J'ai plus ou moins la même question, pardon, parce que vous dites que c'est le 27 mai qu'on verra comment ça va se passer. C'est le 29 mai qu'il y a le premier examen écrit. Est-ce que ça, c'est pas un facteur de stress qui est, soit maintenant on dit on les fait, et puis on les fait dans toutes les circonstances, et vous savez, on a des chambres, des espaces où on peut le faire, même sous toutes les conditions, ou bien on annule maintenant? Merci bien. Alors, on a déjà communiqué, le Conseil fédéral décide et communiquera au début du mois de mai. Donc, sous cet angle-là, ça répond à votre question. Quand je disais le 27 mai, c'est parce qu'il y a une analyse de la situation sanitaire qui dépend de l'ouverture ou de l'assouplissement du 11 mai. Mais si l'assouplissement du 11 mai devait mener à une expansion de la pandémie comme on ne l'imaginait pas, évidemment qu'il y aura une reconsidération du Conseil fédéral de la situation sanitaire. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, les choses peuvent complètement changer. La situation sanitaire des prochaines semaines, vous ne la connaissez pas, je ne la connais pas, c'est l'évolution constante, c'est bien le propre de la situation, tout évolue constamment, c'est jour après jour, semaine après semaine qu'on suit cet élément sanitaire et qui est prioritaire. Donc les solutions, quelles qu'elles soient, elles dépendront d'abord de la situation sanitaire que fera l'analyse qu'en tirera le Conseil fédéral pour la suite. Et l'annonce pour les examens de maturité de manière générale, le secondaire 2, académique et puis général, au début mai, la situation. Après, quand on est en année de maturité, on ne se demande pas si on a un examen pour lequel on se prépare. On se prépare, quelle que soit l'issue qui sera donnée à ces réflexions. Et ça fait partie aussi de ce qu'on attend d'un jeune qui est en année de maturité. S'il commence à se mettre au travail parce qu'on lui dit qu'il y a un examen dans 2 mois, je crois qu'il n'a pas compris ce que c'est une maturité. Donc quand on vient me dire qu'il y a une pression, oui, il y a une pression, mais il y a une pression dès qu'on a commencé le collège, dès qu'on a commencé l'année, elle est constante. Et sous cet angle-là, moi, je ne peux qu'inviter ici, appeler les jeunes qui sont en année de maturité à réviser. Ils font tous ces efforts pour eux, ils ne font pas ça pour quelqu'un d'autre. Et l'année prochaine, ils vont passer à l'étape supérieure, qui est des études universitaires, des études des hautes écoles. Plus ils travaillent, mieux ils seront prêts pour affronter la première année d'université, de hautes écoles, qui, comme vous le savez, ne sont pas des plus faciles. Donc voilà un peu ma réaction, je dirais presque à vif sous ce point. On se met au travail ou non en attendant la date? Ça fait un moment qu'il aurait fallu se mettre au travail. Et puis cette réflexion, elle n'est pas bon signe. Je passe volontiers encore la parole. Oui, Bouma. Toujours pour la maturité, est-ce que vous assumez le fait, alors qu'au mois de juin, il n'y a en Suisse romande que les Fribourgeois qui passent leur examen de maturité? Nous avons répondu à une question qui nous a été faite. Êtes-vous en capacité de faire des examens? Nous avons répondu en l'état, selon les circonstances actuelles, oui. Les autres cantons ont leur propre situation. Le canton de Vaud est le plus touché par la pandémie de Suisse actuellement, avec le Tessin. Je sais que le Valais est plus touché que nous, Genève est plus touché que nous. Ces cantons, ils font leurs réflexions, ils ont leur organisation d'examen qui est différente des nôtres. Chacun fait sa réflexion en la matière. Et puis, la Suisse, le Conseil fédéral, aura l'ensemble de la situation. Et puis, lui, il aura ses propres critères. Et puis, il décidera et on appliquera la décision du Conseil fédéral, quelle qu'elle soit. Et s'il intime l'ordre à tout le monde de faire un examen ou de tout faire, on n'aura pas le choix non plus, il faudra le faire. S'il supprime tout, on supprimera tout. Là, à un moment donné, il y a évidemment un niveau où les choses se décident. Notre rôle était de dire ce que Fribourg peut faire actuellement. On a peut-être un petit avantage sur d'autres cantons. Il y a des cantons qui commencent leur matu au mois de mai. Nous, dans la liste des cantons, en commençant à la fin mai, début juin, on est parmi les cantons qui organisent ça le plus tard dans l'année scolaire.
Alors actuellement, avec les bonnes nouvelles de déconfinement puis de pandémie maîtrisée, évidemment, ça nous met dans une situation avantagée par rapport à d'autres cantons qui font ça plus tôt puis qui ne sont pas dans la même situation. Mais tout ça, moi, je ne veux pas tirer des plans sur la comète. On le dit maintenant avec la situation actuelle. Et il y a beaucoup de variables qui peuvent bouger dans un sens comme dans l'autre, sur lequel je n'ai aucune prise. Je crois qu'il faut réfléchir un peu aussi systématiquement, semaine après semaine, avec les éléments qu'on peut savoir et de manière rationnelle. Et puis, on est prêt à changer les éléments s'il le faut, bien entendu. Oui. Par rapport aux élèves du GIB, quelle sera la solution retenue les concernant? Alors, pour le GIB, j'ai eu un entretien hier avec Mme Cesla Marel. Évidemment que le GIB est une situation particulière, puisque c'est un collège qui a la personnalité juridique, c'est en tout cas le seul, à ma connaissance pour notre canton, mais François Piquant peut me corriger, et qui a toujours une situation particulière. Et puis, j'en ai discuté avec Mme Cesla Marel, et on est parti de l'idée qu'il y aura la solution vaudoise qui s'applique pour les examens, donc les Vaudois recommandent maintenant de ne pas faire d'examen. En revanche, on va appliquer le modèle de promotion plutôt fribourgeois. Ça veut dire de permettre de faire encore, dans les années normales, des examens, comme je vous le citais tout à l'heure. Donc, par exemple, un examen, une dissertation qui est rendue, etc. Ça, c'est pas supprimé comme c'est, à ma connaissance, le cas dans les autres collèges vaudois. Au GIB, ils peuvent continuer modèle fribourgeois en matière de promotion. En revanche, on va dans le sens du canton de Vaud pour l'examen lui-même de maturité, donc pas d'examen sous cet angle. C'est chaque fois une situation exceptionnelle, le GIB, et puis on s'est entendu de cette manière et on transmet cette information de cette manière. Je ne sais pas si M. Piquant pouvait donner un élément. Il a eu, je crois, hier, encore des discussions, hier soir, avec le collègue vaudois en la matière. Oui, tout à fait. Et formellement, il y aura une décision en fait, du Conseil du GIB qui regroupe les instances vaudoises et fribourgeoises à ce niveau-là. Et bien sûr aussi la sous-réserve des décisions du Conseil fédéral. Cette fois, M. Godel. Comment comprendre l'abandon des examens oraux pour notamment des raisons de proximité, d'hygiène, distanciation et le maintien des examens écrits avec de nombreux élèves dans une même salle? Cette question revient souvent. Effectivement, on peut voir des avantages dans les deux solutions. Les réflexions qu'on menait en fait à cette solution ont été faites donc au niveau de la CDIP avec les diverses variantes. L'avantage de supprimer les oraux permet en fait de respecter encore le règlement de reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale. Ce règlement exige d'avoir des examens écrits uniquement. Donc en restant dans le cadre légal habituel, on peut avoir quand même cette modification, une diminution, si on veut, de la charge au niveau du nombre d'examens et tout en étant donc dans ce cadre-là. C'est l'avantage principal. L'autre aspect est aussi lié au fait que dans les examens oraux, c'est important quand même l'examinateur qui est là. On peut s'imaginer que ce sont des personnes à risque, des personnes qui pourraient être malades, etc., ce qui peut créer aussi dans l'organisation des examens des difficultés importantes. Pour des examens écrits, la personne qui surveille, quelle est la personne qui surveille n'est pas important. D'autre part, au niveau des mesures sanitaires, telles qu'elles sont maintenant, parmi distanciation avec 2 mètres de distance entre les élèves, permet d'organiser tout à fait ces examens. Il faut voir dans le calendrier qui est prévu, donc la reprise des cours en présentiel est prévue le 8 juin. C'est en fait la semaine qui suit la fin des examens. C'est-à-dire que les écoles sont entièrement, les bâtiments sont entièrement libres pour l'organisation des examens écrits. Donc une école peut choisir de répartir les élèves dans toute l'école ou d'avoir des salles plus importantes avec là aussi ces mesures d'hygiène qui sont respectées. Donc au niveau organisationnel, ce n'est pas simple. Ça demande un grand travail d'organisation, aussi de gérer les flux, de faire en sorte que tous les élèves n'arrivent pas exactement au même moment, au même endroit, etc. Mais c'est possible de le faire et les écoles sont prêtes à le faire.
Oui, monsieur. Encore une autre question, non pas liée à la maturité, mais à la reprise de l'enseignement présentiel de manière générale. Beaucoup de parents se font du souci quant au respect justement de ces règles sanitaires. Là, les écoles seront pleines. Est-ce que vous avez vraiment des lignes de conduite précises déjà qui ont été distribuées aux responsables d'établissement? Est-ce qu'on peut rassurer les parents? Hélas, je n'ai pas encore ces informations. Il y a un travail intense actuellement entre l'Office fédéral de la santé publique et puis la présidence de la conférence des directeurs de l'instruction publique, la CDIP. Donc il y a un document qui est travaillé, des propositions faites de part et d'autre, puis on se les renvoie. J'espère une solution qui soit proposée la semaine prochaine, en début de semaine, parce qu'on a véritablement, comme vous le soulignez dans votre question, besoin après d'avoir nous aussi du temps pour, quelle que soit la solution, mettre en pratique et puis organiser toutes les écoles en fonction de ce qui aura été déterminé. On attend toujours ce concept de protection avec ces éléments. Alors je sais que les choses sont activement discutées et puis j'espère qu'on pourra rassurer les parents, non seulement rassurer, mais mettre en œuvre, préparer la mise en œuvre de cette reprise très rapidement la semaine prochaine. On en a besoin en termes de temps. Qui délivre ce concept? Alors l'analyse, c'est évidemment pour nous l'essentiel, c'est l'Office fédéral de la santé publique qui fait une appréciation de ce que ça signifie dans les classes en fonction de la définition de la situation pour des enfants, selon l'âge, etc. C'est ce qu'on attend un peu, je dirais, depuis la semaine d'avant ou la semaine passée de l'Office fédéral de la santé publique. Et c'est ce document qui vient de lui et qui doit évidemment être discuté avec la CDIP pour être, je dirais, tout à fait d'accord avec ce qui est proposé, qu'on attend tout simplement. Mais je n'ai pas plus d'éléments sous cet angle. J'attends, comme vous, qu'on puisse informer et travailler. Y compris pour la question des masques. Exactement. Tous les éléments qui vont avec, quoi. Hein. Madame Jäger-Lehner. Est-ce que vous savez déjà comment vous allez faire si vous avez des maîtresses, des maîtres qui sont dans un groupe de risque, ou bien des enfants qui sont dans un groupe de risque, ou des enfants qui vivent dans un ménage avec des gens qui sont dans un groupe de risque? Tous ces éléments font partie de l'analyse. Et actuellement, l'Office fédéral de la santé publique, dans ces cas-là, dit qu'ils sont en quarantaine, qu'ils doivent rester chez eux, etc., etc. Et ça, c'est les dispositions qui sont actuellement en cours pour ça. Mais ça fait partie du concept, tous ces éléments-là, et je n'ai pas plus d'informations. Est-ce que vous savez déjà combien de professeurs vous avez qui ne vont pas pouvoir venir à l'école parce qu'ils sont dans un groupe de risque? Non, je l'ignore actuellement. Et c'est bien pour ça qu'on a besoin rapidement d'avoir aussi les solutions pour pouvoir évaluer tous ces éléments et puis préparer pour nous la reprise de la manière la plus juste possible. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, Madame Gouma. Vous avez donné les chiffres des élèves qui ont été accueillis ces derniers jours, hein, parce qu'ils correspondaient aux critères. Est-ce que vous savez combien d'enfants risquent d'être présents dans les écoles lundi prochain avec la reprise d'une partie des activités? Ce qu'on sait, c'est les 3 semaines avant Pâques, les parents y trouvaient encore des solutions. Et avec la reprise lundi, on a déjà vu qu'il y avait une nette augmentation. On pourrait dire qu'il y avait 1/3 de plus. Maintenant, lundi prochain, je pense que les parents ils s'organisent. Et au pire, il y aura de nouveau une certaine augmentation. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que les structures actuelles, en tout cas dans les écoles, on pourrait, avec cette modification d'élargir les groupes de 4 un peu à 7 ou à 6, on pourrait assumer le double. Ça veut dire que pratiquement pour les prochaines 2 semaines, on devrait gérer cette situation. J'ai bien compris, c'est 4 à 7 élèves par groupe, ou 4 ou 7 groupes, je n'ai pas compris. Pour le moment, c'est un groupe, c'est 4 élèves, un adulte. Et avec l'augmentation, il y aura une possibilité d'élargir le nombre d'élèves par groupe. Ça veut dire qu'on maintient le même nombre de groupes, mais avec plus d'élèves, au pire, quand ça devrait augmenter le nombre de demandes. Peut-être M. Stern a une information supplémentaire. Très brève, simplement pour dire que nous nous sommes organisés avec l'OCC
de manière à livrer tous les établissements, parce qu'on prévoit effectivement une recrudescence de demandes pour ces accueils la semaine prochaine. Donc on a livré entre aujourd'hui, demain, samedi matin, tous les établissements en gel hydroalcoolique et puis quelques masques aussi, si tout à coup un élève se met à tousser ou Dieu sait quoi là au milieu de la journée. Donc l'essentiel de ces éléments est livré dans tous les établissements du canton, francophones, germanophones, de manière aussi à rassurer et puis qu'on soit sûr qu'on puisse appliquer les mesures d'hygiène pour ce déconfinement progressif. Madame Jägerlehner. Vous parlez toujours aussi de la responsabilité des entreprises, qu'eux, ils doivent fournir des structures pour les parents qui n'ont pas d'autres possibilités pour faire garder les enfants. Est-ce que vous connaissez une seule entreprise qui a mis sur pied quelque chose comme ça? Personnellement, je n'ai pas connaissance, mais je ne me suis pas intéressé directement. Je vous assure que j'ai assez de travail à m'occuper actuellement de nos écoles. Oui, concernant les frais d'écolage, notamment pour le collège, qui sont quand même assez élevés, est-ce qu'il est déjà question d'une certaine ristourne aux parents ou est-ce qu'ils payeront tous les frais d'écolage dans leur entier jusqu'à la fin juin, alors qu'on ne sait pas s'ils vont vraiment retourner au collège cette année scolaire? Écoutez, ça c'est déjà une question qui va dans le détail. En tout cas, l'enseignement n'a pas cessé avec l'enseignement à distance. Hein. Et il y a un travail énorme qui est accompli par les enseignants. Monsieur Piquant peut en témoigner. On peut dire qu'on a une excellente qualité assurée par les enseignants de collège pour tous les étudiants. Mais je ne sais pas si, François, tu as des éléments ou des réflexions qui ont été faites déjà à ce niveau-là. En tout cas, elles ne sont pas parvenues jusque chez moi. Non, mais c'est vrai que le travail se fait de manière vraiment excellente et on a des retours d'enseignants pouvant dire que les programmes peuvent être suivis de manière normale en fait durant cette période-là. Ça peut dépendre de branches, peut-être évidemment aussi de situations par rapport au matériel à disposition, etc. Mais vraiment, on peut être satisfait de la situation actuelle. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont venues autrement. Non, pas de questions par WhatsApp ou autre réseau social. Madame Gouma. Oui, encore un détail. Combien d'élèves fribourgeois étaient censés passer les examens de maturité Je n'ai pas le chiffre ici exact, mais je pense qu'on doit être dans les environs de 800 élèves qui doivent passer ces examens. Je peux vous redonner le chiffre encore après. Merci. Est-ce qu'on a pu répondre à vos questions? On reste à disposition, bien entendu, encore maintenant. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous remercie vivement pour votre présence et tout ce suivi durant cette période de Corona qui est pour le moins intense et très différente de l'habitude. Et très belle journée à vous toutes. Danke vielmals auch.